Donc, aujourd'hui, on reçoit notre première invitée, Rachel. Dans le fond, toi, tu as fait un ANA à domicile, donc un accouchement non assisté. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, puis nous dire pourquoi tu voulais venir aujourd'hui? Oui, je suis venue aujourd'hui pour échanger à propos de mon accouchement non assisté parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez tabou dans le monde des naissances et même il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on a le droit de faire ça. Et que j'avais envie de partager mon expérience pour que tout le monde soit au courant qu'on a le droit, puis que ça se peut, puis que c'est beau. Sinon, moi, je m'appelle Rachel, j'ai 28 ans, puis je suis maman de 2 enfants, de 1 an et demi et de 4 ans et demi. Puis, c'est ça, j'ai donné naissance à ma première en maison de naissance, puis ensuite j'ai eu une naissance non assistée pour ma deuxième. Puis t'es doula aussi? Oui, j'ai ma formation d'accompagnante à la naissance aussi. Ouais. Merci de venir partager ça avec nous aujourd'hui. Là, c'est un petit peu qu'on te pose des questions délicates, sois très à l'aise de répondre si jamais tu n'as pas envie de répondre, si c'est correct, tout ça est fait dans la bienveillance. Donc, est-ce que tu voudrais commencer en nous expliquant pourquoi tu as décidé de faire un ANA? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es reviré vers cette option-là? Oui, bien, en fait, c'est ça. J'ai donné naissance en maison de naissance de ma plus vieille il y a 4 ans et demi, en 2020. Puis, j'ai eu une belle expérience de naissance. Mais j'avoue que la finalité de la naissance n'a pas été... pour moi, ça a été un peu traumatique. Sur le coup, j'arrivais pas à mettre les mots, mais le cœur a décéléré selon la machine, j'ai envie de dire. Puis 3 fois. Puis on m'a demandé de me mettre sur le dos. Puis là, j'ai poussé. Puis j'ai mon sacrum. Quand le bébé est sorti, j'ai mon sacrum qui a craqué, qui s'est carrément déplacé. J'ai eu des grosses déchirures aussi à l'intérieur, à l'extérieur. Puis quand j'ai reçu mon bébé, tu sais, je me souviens encore des sensations, mais j'avoue que j'étais connectée avec ma douleur, puis pas tant avec mon bébé. Puis donner naissance sur le dos, c'était comme, je voulais pas, tu sais, je savais que c'était la pire, puis je voulais pas que ça l'arrive, puis c'est ça qui est arrivé, même si je me suis trouvée forte, puis mon premier accouchement a duré 4 heures, de contraction sur contraction, c'était vraiment très très intense, mais je me trouvais forte, puis tu sais, je me souviens que pendant cette naissance-là, dans ma tête, je pensais beaucoup quand même, puis je me trouvais vraiment forte, mais la finalité, ça n'a pas été ce que j'aurais aimé. Puis ensuite, en fait, ce qui a été vraiment déclencheur, fait que ça, c'est resté comme ça. Puis ce qui a été vraiment déclencheur, c'est que ma nièce, qui avait 20 ans à l'époque, est tombée enceinte de jumelles après avoir donné naissance à son fils en maison de naissance. Puis j'ai assisté à la naissance de son garçon. Elle est tombée enceinte de jumelles. Puis pour elle, c'était comme impossible de donner naissance à l'hôpital. Mais elle a quand même fait le suivi jusqu'à 36 semaines. Elle a fait son suivi à l'hôpital, puis c'était vraiment beaucoup de... Il lui imposait beaucoup d'interventions, obligé de prendre la péridurale, sinon le risque de césarienne, des trucs qui font pas de lien, qui font pas de sens. Là, Puis, par exemple, tu donnes naissance au bloc opératoire, puis le deuxième bébé, on tire sur le bébé, des trucs comme ça, là, même si le bébé va bien. Là, on tire sur le bébé pour le faire sortir. Plein de trucs comme ça, puis il y avait juste moi qui était là. Hey, Sav! Elle s'appelle Savannah. Elle m'a permis de raconter son histoire, mais je disais, Savannah, tu sais, ça existe les accouchements non assistés, puis je me souviens lui en avoir parlé, tu sais, j'étais sur le groupe depuis même avant la naissance de ma première. Pro-sage-femme, je disais, ouais, la sage-femme, c'est la vie, tu sais. J'adorais ça. Puis, c'est pour ça que moi-même, j'avais été pour ma première, sur un groupe d'accouchement non assisté. Fait que c'est ça. Avec ma nièce, j'en avais parlé, puis elle savait aussi que c'était possible, mais là, parce que dans son contexte, elle savait pas trop. Mais au fond d'elle, je pense qu'elle savait déjà. Puis c'est ça, on a vécu, en fait, j'ai accompagné là-dedans jusqu'à la naissance, puis elle a donné naissance chez elle, chez sa maman, avec moi et sa mère. Voilà. Pour un premier bébé? Sa deuxième grossesse. Okay, son premier, elle avait eu en maison de naissance. Puis c'est ça, ses jumelles sont nées, je les ai même attrapées, tu sais, elle avait la grosse bédaine et tout, là, si elle avait pu, elle les aurait attrapées, mais j'étais là en train de lui donner ses bébés, puis ça a tellement bien été.
que je me disais comment une naissance de jumeaux, là, tu sais. Oui. On s'est tellement fait dire ton bébé va naître prématuré, tes bébés vont naître prématurés, c'est sûr, c'est des jumeaux. Puis on se fait dire que c'est dangereux aussi, des jumeaux, Dangereux, surtout pour le hémorragie, deuxième. tout. Puis déjà, tu sais, nous, on a avancé là-dedans ensemble, je pense en tout cas. Puis elle faisait beaucoup de recherches par rapport au s'il y a une dystocie, s'il y a ça. Puis, tu sais, moi aussi, je me renseignais beaucoup, tu sais, mais sans vouloir faire d'intervention. C'était vraiment pas mon but, là, d'intervenir dans sa naissance, là, zéro. Juste d'être préparé. Juste comme préparer, en fait. Puis ça a fait qu'on s'est dit, mais on s'est renseigné là-dessus, puis dans le fond, les risques que ça arrive, oui, on vivait pas dans un monde de licorne, là, tu sais, mais les risques que ça arrive, on s'entend, là, que ça a plus de chances d'arriver à l'hôpital, selon moi, et selon les statistiques. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai accompagnée dans cette naissance-là, puis tout s'est bien passé. Tout, jusqu'à l'allaitement, jusqu'à ça s'est bien passé, puis c'était impressionnant, tu te dis, il y a du sang, mais tu sais, t'es pas médecin, là, puis t'es pas sage-femme, je suis juste, même mon diplôme d'accompagnante à la naissance me donne pas ce... mais on avait juste confiance, tu sais. Mais quand tu t'informes bien, de toute façon, tu vois, tu sais, les mamans qui font un ANA sont vraiment beaucoup plus informées, par exemple, qu'une maman qui décide d'accoucher en milieu hospitalier parce qu'elle n'a pas ces questions-là à se poser. Tu sais, elle sait que les gens qui sont formés pour peuvent intervenir s'il arrive quelque chose. Quand tu accouches à domicile, tu n'as pas cette option-là, fait que c'est des mamans qui sont extrêmement bien préparées à toutes conditions. C'est ça, on peut pas se mettre entre les mains de quelqu'un. C'est ton feeling, tes sensations, puis... Fait que c'est ça. Fait que là, pour en venir à mon cheminement, j'ai vécu ça avec elle. Puis environ 1 an plus tard, je suis devenue enceinte de mon bébé surprise. Puis c'était déjà dans mes pensées de faire un ANA. Je me disais, si elle réussit, pourquoi je réussirais pas? Mais en même temps, je disais, c'est quoi les chances qu'on réussisse toutes les deux, tu sais? J'avais cette pensée-là aussi. Puis parce que pour elle, en tout cas, puis ensuite pour moi, les gens avaient vraiment peur. Il y avait juste moi et elle qui avaient vraiment confiance. Puis après, je suis fière de toi. Tu sais, je suis fière de toi, là, ils viennent bien après. Puis, personne n'y croyait. Fait que je me disais, tu sais, pourquoi moi ça marcherait? Mais en même temps, j'y crois vraiment, mais... Puis finalement, j'ai eu un suivi sage-femme, encore pour ma deuxième grossesse. Parce que j'étais pas encore certaine. Je me disais, je suis qui, moi, pour dire, je vais vivre un enfantement non assisté, tu sais, je sais pas si je vais avoir la 100% confiance, tu sais, rendue à cette étape-là. Fait que je me disais, je vais garder mon suivi, je vais y aller. Mais c'était devenu quand même assez anxiogène, tu sais, comme à chaque matin. Je me souvenais qu'à ma première grossesse, j'avais hâte au rendez-vous, j'avais hâte d'échanger, j'avais hâte de partager ma grossesse, tu sais. Mais là, c'était devenu un peu anxiogène quand même. Puis, fait que j'avais choisi d'avoir la première et la deuxième échographie, là, de base. Puis la deuxième échographie, j'ai quand même... j'ai eu un regret de l'avoir fait parce qu'en fait, dans ma tête, je voulais le faire pour ma première qui avait comme 2 ans et demi. Finalement, ça a été la catastrophe. Là. Elle n'a rien catché, elle n'a rien compris. Puis elle a pleuré tout le long. Fait que j'ai regretté de l'avoir fait. Puis pour une prochaine, je ne le referai pas. Puis tu nous expliques pourquoi tu ne le referais pas? Qu'est-ce qui fait que tu aimes mieux pas avoir cette échographie-là? Je pense que c'est en lien avec le fait de vivre un accouchement non assisté. Tu as confiance dès le départ. Je sais qu'il y en a qui vont faire des suivis de grossesse puis qui ils vont vivre leur comme j'ai fait, mais je trouve que c'était plus en lien avec c'est plus en lien avec ce que je veux puis aujourd'hui. Fait que c'est pour ça. Puis en fait à l'échographie, ce qui est arrivé, pour parler de mon suivi en fait, c'est ça. Avec ma sage-femme, j'étais pas trop tu sais, on avait une relation je sais pas comment la décrire là, mais j'étais pas je l'aimais. Je l'appréciais en tant que personne, mais en tant que sage-femme, c'était pas trop dans mes valeurs. Elle parlait beaucoup d'intervention, puis moi, j'étais pas là. Puis je lui avais annoncé que j'allais faire j'avais envie. J'avais annoncé que j'avais envie de faire un enfantement libre. Puis je la voyais déjà réticente, puis mal à l'aise un peu, mais elle avait pas le choix. Elle m'avait dit, depuis 2021, je crois,
on n'a pas le choix d'accompagner. Elle m'avait dit ça comme ça, on n'a pas le choix d'accompagner les mères qui souhaitent faire un accouchement non assisté. Okay. Parce qu'avant cette date-là, avant cette année-là, il préférait mieux pas le savoir. Puis qu'est-ce que tu veux dire par accompagner? Tu allais te soutenir là-dedans, pas aller à domicile avec toi, faire mais... mon suivi quand même. Ça okay. voulait dire faire mon suivi quand même, puis faire le suivi postpartum quand même. C'était dans ce sens-là, je pense. Oui. Puis c'est ça. Tout au long à chaque fois qu'on se voyait, pour moi, c'était comme toujours un petit peu stressant. Puis elle parlait beaucoup des risques, puis c'est ça, pour en venir à l'échographie. À cette échographie-là, ils ont remarqué que, selon la machine, le placenta était à plus ou moins 15 mm du col. Fait que sur le coup, moi, j'ai pas de stress. Je sais que mon utérus, j'avais 22 semaines. Je sais que mon utérus va grossir et le placenta va monter, là, à moins d'une condition extrême, là, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, à ce moment-là, j'ai fait comme si il n'y avait rien, parce que je me faisais confiance. Puis ils m'ont demandé de faire une autre échographie, puis j'ai juste dit ben non merci, bonne journée. Finalement, au rendez-vous j'avais 23 semaines, puis à cette échographie-là, mon bébé est en siège. Puis à 23 semaines, j'ai eu un rendez-vous, puis là, ma sage-femme m'a dit là, ton bébé est en siège, si à 37 semaines, il n'est pas tourné, je n'aurai pas le choix de te transférer à l'hôpital. Tu sais, à l'instant, puis sur le coup, j'étais comme mais pourquoi tu dis ça déjà? J'ai dit, moi, puis en plus, j'avais senti cette semaine-là que mon bébé s'était tourné. Fait que j'ai dit, ben moi, je pense qu'il a la tête en bas en ce moment. Mais ok, j'irai pas à l'hôpital de toute façon. Je pense que c'est ça que j'avais répondu. J'irai pas à l'hôpital, mais merci. Puis, est-ce que tu aurais accouché à la maison, un bébé en siège, ou ça c'était... Oui, je pense que, ouais. Je me voyais pas aller à l'hôpital. Vraiment pas. J'étais vraiment... Même, je vais en parler plus tard, mais ça. Fait que pour terminer avec ça, à ce rendez-vous-là, elle m'a dit ça, puis elle m'a dit là, il faut que tu prennes l'échographie. Elle m'a suggéré fortement de prendre l'échographie, la 3e. Puis j'ai dit ben, que non, j'allais pas la faire. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est au moindre saignement, moi je vais te transférer. Elle m'a parlé pendant 45 minutes des risques, 45 minutes. Moi, j'avais la boule au ventre, j'étais comme « Oh mon Dieu, ok, je mets mon bébé en danger », mais en même temps, j'étais comme « Est-ce qu'elle parle pour rien? » Parce que je vais le faire pareil! Mais c'est ça, fait qu'elle a continué de parler, puis à la fin, je lui ai dit « Est-ce que c'est déjà arrivé des mères qui avaient un placenta à 15 mm du col puis que ça s'est résorbé? » Elle m'a dit « Oui, toutes les mères que j'ai vues avec ça, ça s'est tout monté. » Mais là, elle venait de passer 45 minutes à me faire peur, puis elle a littéralement dit ce qui peut arriver, c'est que ton placenta il tombe dans ton col, il se détache, puis il tombe dans le trou, puis là, tu vas saigner, hémorragie, ton bébé peut mourir. Il faut avoir vraiment une grande confiance en soi là, quand on décide de faire un accouchement à domicile sans assistance médicale. Ouais. Parce que je pense que dans notre société, on essaie de faire peur de tout ce qui est accouchement. Puis là, je trouve ça intéressant parce que d'avoir le sujet des sages-femmes, donc c'est pas un phénomène qu'on voit seulement avec le suivi médical classique. Fait que c'est vraiment avoir une grande confiance en soi puis avoir des convictions fortes. Pour être capable de mettre nos limites et d'y aller selon nos valeurs. Puis d'aller voir les statistiques aussi, parce que, tu sais, mettons, la sage-femme t'a parlé de ça, mais tu sais, est-ce que tu avais 0,5% de chance que ça t'arrive ou comme 20% de chance? Parce que, tu sais, on peut parler d'une peur, d'une complication qui peut arriver, mais tu sais, si les risques sont minimes versus si c'est des gros risques, ça fait une différence de choix aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, elle me disait, en bas de 10 mm, il y a beaucoup plus de risques que ça tombe, que ça se détache. Pendant la dilatation du col. Mais après, c'est peut-être la machine qui a une erreur, peut-être que tu as moins de 15, tu sais. Mais peut-être que j'ai aussi plus de 20. Oui, c'est ça. Un pourcentage d'erreur avec les machines comme tu dis. Exact. À ce moment-là, elle m'a répondu, mais écoute, moi, au moindre saignement, je te transfère à l'hôpital. Puis dans ma tête, j'étais déjà, mais tu seras même pas là. Mais ça m'a confirmé qu'elle allait pas être là. Puis que j'allais faire mon nana parce qu'il y avait aucun. Puis je lui ai répondu, même si c'est juste un petit peu de sang, du spotting. Elle me dit, mais oui, moi je sais pas si c'est une hémorragie ou. Mais je suis là, t'es sage-femme. Est-ce que tu as pensé demander un changement de sage-femme? Parce que c'est pas un sujet qu'on parle beaucoup aussi, puis il y a beaucoup de mamans qui sont pas au courant que c'est dans leur droit de demander un changement au niveau du personnel médical qui accompagne. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit? Non, parce qu'il y avait 2 équipes.
de sage-femme qui faisait mon secteur, puis c'était mon ancienne sage-femme. Ah, ok. Ben, peut-être qu'il y en avait Ok, une troisième, j'ai pas demandé parce que j'en voulais pas de toute façon à la naissance, là, tu sais. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Puis si je l'avais voulu à ma naissance, je pense que j'aurais sûrement changé. Parce que là, ça devenait un peu intense. Donc c'est ça. Là, il y avait ça. Puis aussi, elle me disait des trucs comme... ben, je veux pas rabaisser les sages-femmes parce que c'est vraiment une super... Je pense qu'elle est super sage-femme pour beaucoup de personnes. Là. Il y a beaucoup de mamans qui... Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui l'ont apprécié aussi. Là. Ben, c'est comme les douleurs, il y a toutes sortes de douleurs. Oui, c'est ça. De C'est juste que moi, pour mon contexte, je pense que ça c'est l'approche chercher, c'est ça. Mais si je l'avais eu à ma première, peut-être que ça aurait été vraiment un match. Mais là, à ce moment-là, je pensais que j'avais besoin d'une maman qui me couvre, mais en fait, j'en avais vraiment pas besoin de ça, tu sais. Donc, j'ai refusé tous les tests pendant ma grossesse, tous les tests de diabète, strepto, puis tout. Puis vers la fin de ma grossesse, le suivi de Vienne aux semaines, j'ai demandé d'espace sur 2 semaines, fait que ça me faisait comme 2. Parce que, en fait, pourquoi je tenais à mon suivi, c'était pour faire la déclaration de naissance. Par les papiers, parce que dans ma tête, c'était compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Fait que je l'avais gardé. Puis là, rendu à 37 semaines, je lui demande enfin la question, est-ce que tu vas pouvoir faire la déclaration de naissance? Ben non, je suis pas à l'aise. Puis je sais j'ai dit, même si je t'appelle 1 heure après la naissance, mais non, c'est un constat de naissance, donc il faut que je sois là. C'est genre la déclaration de naissance, il faut que je t'aille vu. Mais je savais qu'il y avait des sages-femmes qui avaient accepté de le faire 1 heure ou 2 après une naissance, tu sais. Fait que j'étais vraiment... j'ai fait tout ça pour rien. Je me suis imposé ça pour ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, mais j'avais quand même pas la conscience... ben pas tranquille, mais oui, j'étais tranquille, mais je veux dire, j'ai quand même gardé mon suivi. Fait que, à ce moment-là, j'en avais peut-être encore besoin. Fait que je l'ai espacé. Puis finalement... pour en venir à la naissance, ben je sais pas si on est rendu là avec des questions sur la grossesse ou... Ben moi, oui. En fait, j'aimerais ça savoir, tu sais, avant de faire ton ANA, est-ce que tu avais des peurs? Comment tu t'es renseignée? Où est-ce que tu as pris tes informations? As-tu reçu des jugements des gens? Si tu veux nous en parler un peu avant ta préparation et tout. Déjà, j'avais eu la préparation avec ma nièce. J'avais constaté que ça se pouvait, puis que c'était beau, puis que c'était pas épeurant, tu sais. Puis déjà, j'avais pas peur des naissances. Déjà, j'avais déconstruit beaucoup de choses, parce qu'on dit souvent qu'on a tout à... faut apprendre, mais on a tout à déconstruire. Effectivement, oui. En fait, c'est ça, déconstruire nos peurs, puis tout ce qu'on sait, qu'on pense savoir. Fait que moi, j'avais déjà fait avec elle, avec ma nièce, un peu avant. Fait que déjà, au moins, là, j'avais cette confiance-là, mais quand même, pendant ma grossesse, j'étais quand même... Tu sais, au début, je me disais qui je suis, tu sais, pour dire, je vais faire ça, c'est sûr que je vais réussir. Fait que j'avais surtout peur du jugement. En fait, j'avais plus, c'est fou à dire, mais j'avais plus peur du jugement des autres si mon bébé meurt que mon bébé meurt. Ouais, je comprends 100%. Dans ma tête, oui, mon bébé peut mourir, mais... je sais pas si je peux dire ça, mais tu sais, s'il meurt, ça va être juste la continuité naturelle de quelque chose qui se serait passé puis qui aurait sûrement fini en charcuterie puis un bébé meurt quand même à l'hôpital. Dans le sens que tu fais confiance au cercle de la vie, je veux dire, nous on est techniquement genre un vaisseau qui, tu sais, a le bébé, le porte jusqu'à la vie, mais que techniquement, il peut décider de retourner vers la mort, là, c'est comme, on n'a pas de pouvoir là-dessus en tant que tel. Ça fait pas que ça fait moins mal, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas moins douloureux, mais... C'est ça. Puis comment aussi je me suis préparée, ça faisait des années que je lisais des récits de naissance. Il y en avait un peu moins avant la naissance des jumelles de ma nièce. Je trouve qu'il y avait moins de récits, mais depuis ce temps-là, ça explose de récits de naissance. Mais je bouffais des récits. Positifs, j'imagine. Oui, sur le groupe d'Anna, il n'y a pas beaucoup de négatifs quand tu fais un accouchement non assisté, mais il y a quand même eu des témoignages, je pense, 2 mamans qui ont eu des bébés décédés, puis comment qu'ils racontaient, c'était tellement beau puis paisible, tu sais, puis ils sentaient déjà que leur bébé était mort avant de donner naissance, tu sais, c'est comme tu es tellement connecté à toi, à tes feelings, que tu peux savoir des choses que tu n'aurais jamais su si tu t'étais mis entre les mains de quelqu'un, fait
Fait que c'était vraiment un beau... Ça, c'est un récit qui m'avait marqué, tu sais, de récit de vie et de mort. Ouais, la vie, en donnant la vie, tu donnes aussi la mort. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je m'étais préparée de cette façon-là, avec des récits. Puis aussi, pour parler de mon conjoint, lui, dès le départ, il a été 100% en confiance sur mes choix. Fait que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. Puis à la fin, c'est lui qui m'a dit, là, il faut que tu choisisses. Parce que, tu sais, dans mon suivi sage-femme, j'avais demandé, est-ce que c'est possible pour vous de venir évaluer la maison? Parce que j'étais quand même, je pense que j'avais 25 semaines ou 20 semaines. Ben après mon rendez-vous, puis juste avant mon rendez-vous, en fait, puis qu'elle m'a dit au moindre renseignement. J'avais demandé, est-ce que c'est possible de venir porter la trousse, pareil, au cas où que je change d'idée, tu sais, puis que c'est pas une urgence, mais que j'ai juste envie d'avoir un soutien de quelqu'un, tu sais. Puis elle m'avait répondu, mais ça serait plate parce que ça enlèverait la possibilité à une autre maman de faire une naissance à domicile, tu sais. Moi, j'étais comme, mais t'en as combien de trousses? T'en as juste une? Ça n'a aucun... Tu sais, on dirait qu'elle me mettait un peu... Je sentais qu'elle me mettait de la pression. Fait que c'est ça. Puis mon conjoint, à un moment, il m'a dit, là, il faut que tu choisisses. On fait un an, on s'enligne sur une naissance non assistée ou à l'hôpital. Pas à l'hôpital, à la maison, avec une sage-femme, pardon, pas à l'hôpital. Fait que lui, là, j'étais comme, ok, tu sais, dans ma tête, c'était comme déjà ça que je voulais que ce soit, mais je voulais pas mettre la pression des gens, je voulais pas faire comme, oui, moi, je vais faire un enfantement non assisté, et je voulais pas avoir, tu sais, on a juste peur du jugement, en fait. C'est plus ça que de... C'est pour ça que je voulais, au cas où, avoir la sage-femme, parce que... sinon, dans mon entourage... Fait que lui, il m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu beaucoup dans cette grossesse-là, par rapport à mon choix, là. Est-ce que la naissance du premier bébé, ça avait été traumatique pour lui aussi? Non. Je pense que non. Non, je pense que j'ai pas posé la question, là, mais je crois que ça s'était bien passé pour lui. Puis quand même, après la première naissance, je me sentais quand même comme si c'était pas un cadeau. Ben oui, un cadeau, là, d'avoir offert cette vision de la naissance-là, parce que tout autour de nous, c'était à l'hôpital, soit des césariennes, soit des péridurales. Même plus dans ses proches à lui, c'était ça. Dans mes proches à moi, c'était ça. Sauf ma nièce. Puis, fait que dans ma tête, j'étais quand même si ça avait pas fini comme j'aurais voulu, ça a été quand même... Je me sentais comme si j'offrais ça. Même ma mère était là, je me sentais comme si je lui offrais ça, ce moment-là. Puis tu sais, je pense que jamais rien qui arrive point. Tu sais, si t'avais pas vécu cet accouchement-là, peut-être que tu te serais jamais reviré vers un Anna. Puis c'est notre vécu qui fait en sorte qu'on prend nos futures décisions. Ouais, clairement, elle avait son petit chemin à me donner. Puis j'en suis là grâce à mes deux filles. Tu sais. Lui, il m'a soutenu pendant cette grossesse-là par rapport à nos choix. Ta famille, tu leur avais-tu dit? Ils ont-tu du jugement, des craintes? Mais moi, j'avais déjà vécu, tu sais, ma nièce. En fait, moi et ma nièce, on est très proches. Mais elle s'inclut un peu, pas elle s'inclut, mais elle est inclue dans notre famille, tu sais, à certains événements. Mais j'ai aussi des frères, des belles-sœurs, tu sais, on est aussi plus... Fait que j'avais plus le retour quand elle n'était pas là. Ah mon Dieu, tu sais, j'avais beaucoup de commentaires. Qui disaient pas directement à toi, mais qui parlaient comme... Non, il me disait à moi. OK, à toi. Mais à propos d'elle. Oui, à cette grossesse-là, à sa grossesse à elle, il y avait des jugements. Puis si les bébés meurent, puis si ça, puis la DPJ, puis nanana, tu sais... Des peurs. Des peurs qui ne m'appartenaient pas, puis qui lui appartenaient pas. Mais moi, j'allais pas lui dire après, t'as-tu peur de ça? Moi, j'avais pas peur, elle avait pas peur, on était en confiance, tu sais. C'est ça qu'il faut. Puis, fait que c'est ça. Tu as parlé de la DPJ. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait, tu sais, la maman qui s'était fait enlever de ses deux bébés, son bébé naissant, là, Naomi, je pense que ça s'appelle. Ça se peut. Elle s'était fait enlever en France.
Mais en France, c'est pas la même chose. Non, c'est plus. Mais je sais qu'avant, même ici, ouais, il fait signaler dès que la maman est enceinte s'il savait qu'elle voulait faire un accouchement non assisté, même si c'est légal de le faire. Mais maintenant, je sais qu'ils peuvent plus signaler enceinte. Techniquement, si tu accouches à domicile, c'est pas une raison de signalement. Mais si ton bébé va pas bien, que tu refuses volontairement de lui donner des soins, là, oui, pour avoir une plainte de DPJ. Mais sinon, techniquement. Ils ont jamais. Le retrait pour cette femme-là, c'était même pas à cause de son nana. Ils ont trouvé d'autres raisons. Oui, c'est ça, mais souvent c'est ça. Genre, c'est comme si leur première fille était malnutrie, mais genre, les deux sont petits comme ça, puis la petite était petite aussi. En tout cas, c'était. Ouais. Fait que bref, on était dans cette période-là où elle venait de vivre ça. Fait que nous, on était comme, oh mon Dieu, les jumeaux. Tu sais. Fait que c'était un petit stress. Ça nous a beaucoup stressé. Là, que même quand les jumelles sont nées, même si tout a bien été, on avait hâte que les papiers. Ben, tu sais, je me parle comme si c'était moi sa conjointe. Là. Mais elle avait hâte que les papiers soient faits. Puis moi aussi, j'avais hâte pour elle que ça soit fait. Tu sais. Mais en fait, tout le monde était con. Ben, je veux dire, ceux qui ont accueilli les papiers, je pense qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. C'était waouh! T'as fait ça toute seule. C'était beaucoup d'encouragement quand même. Après. C'est beau ça. Oui. Après. Une fois que tout a bien été. Une fois que tout a bien été, mais tu as eu de la chance. Ouais, c'est souvent c'est en même temps. Ils ont eu de la chance. C'est ça. Ça finit comme ça, tu sais. Mais en fait, non. Mais quand tu regardes sur les groupes d'ANA, puis les statistiques et tout, tu sais, moi, ça fait, je pense, 1 an que je suis sur plusieurs groupes de ANA. Puis, tu sais, comme tu disais, moi, il y a un bébé que j'ai vu, malheureusement, qui est décédé. Mais je veux dire, en grosse majorité, les ANA se passent hyper bien. On pense que c'est super dangereux, qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de complications. Mais en fait, quand tu regardes vraiment, c'est minime. C'est très minime. Très minime aussi. Il y a très peu de déchirures. Oui, oui, beaucoup. Bon, je voulais savoir, est-ce que tu t'es quand même préparé à certaines complications qu'il pourrait avoir? Mettons, est-ce que tu t'avais informé sur quoi faire si arrive une hémorragie, si le cordon ombilical sort en premier, si les épaules restent coincées? C'était quelque chose que tu t'avais informé ou tu étais plus dans comme je fais confiance à comment ça va se passer? Mais je faisais confiance à comment ça allait se passer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec ma nièce, on avait quand même fait beaucoup ce travail. Tu sais, je me souviens, elle avait écrit sur des feuilles, tu sais, dystocie d'épaule, procidence du cordon. Elle avait tout écrit, tu sais, puis elle m'avait dit, lis ça, comme ça, on va savoir quoi faire à peu près, puis on appellera l'ambulance. Tu sais, c'est pas genre, s'il y a un problème, on va pas à l'hôpital. Non, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent ça. On met notre enfant en danger à tout prix. Puis même après la naissance de mon nana, on m'a dit, qu'est-ce que tu aurais fait si elle était née à 33 semaines, tu serais restée chez vous? C'est ça. J'ai pas dit qu'à tout prix, j'irais pas à l'hôpital. Puis si je sens qu'il y a un problème, je vais aller à l'hôpital. Tu sais, c'est sûr. Mais c'est ça, on s'était beaucoup préparé. Ben, elle s'était préparée, puis en même temps, ça m'a comme préparée sans le vouloir à la naissance que j'ai vécue. Mais quand j'étais enceinte, j'ai pas été relire ces papiers-là. Tu sais, j'avais pas ces peurs-là. Parce que je les ai beaucoup dressés. J'avais vécu ça avec elle, puis je sentais vraiment qu'on avait confiance, tu sais, moi puis mon chum. Est-ce que vous étiez juste vous deux? Il y avait ma nièce. Ok. Ah, cute! Oui, vraiment. Wow. Il y avait ma nièce qui était... Fait qu'elle a relu les notes. Je sais pas. La connaissance, je pense que même pas. Elle était là pour prendre des photos puis me donner de l'eau, puis elle était là en soutien pour ma fille qui était aussi qui était présente aussi. Mais c'est ça. Fait que pour la préparation, tu sais, on part pas en se disant tout va bien aller, c'est sûr, la vie est belle, puis on est conscient, tu sais. Puis ça que j'avais partagé avec mon conjoint, c'est on n'a jamais été aussi conscient de notre vie. Tu sais, les gens ils nous traitent d'inconscients, ils pensent qu'on est inconscient de faire ça, qu'on met notre bébé en danger, mais on n'a jamais été aussi conscient de toute notre vie, tu sais. C'est là que tu réalises vraiment que... Ben, c'est que tu prends le pouvoir entre tes mains au lieu de laisser à quelqu'un. Tu sais que oui, il peut arriver quelque chose, mais tu l'assumes à 100%. Tu sais que comme... Puis les bébés, ils sont nés de... C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des femmes avant nous qui... Avant nous, qui nous ont eu de cette façon-là, tu sais. Mais je pense que c'est une approche réaliste que tu avais parce que quand on fait un ANA puis qu'on est dans un monde de l'icône, comme tu disais tantôt, là, à ce moment-là, je pense que ça peut être dangereux quand on n'est pas bien informé ou que c'est que d'être conscient du risque, mais d'être conscient de tout ce qui peut bien aller. Oui, c'est ça, exact. Parce que souvent, dans le monde hospitalier, on nous parle des risques. Tu as 2% de risque que ça ne marche pas, que ça fasse ci, que ça soit dangereux.
Mais pourtant, t'as 97% de chances que ça marche. Exactement. Ou des fois, on dit même pas 2%. Ah, il y a un pourcentage de chance. Oui, on te le dit pas, parce que ta rupture utérine à 0,005, là. Oui, c'est ça. Il y a très peu de chances que ça arrive. Ouais. Ça peut, mais C'est ça. t'as 99% de chances que ça Oh, arrive. oui, c'est ça, exactement. Fait que, moi, je voyais plutôt ça comme ça. Ouais. Super. Est-ce que tu voudrais nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'est ça, avec mon chum, on était vraiment comme en confiance. C'était comme. J'avais le sentiment que c'était juste une prolongation de la journée, tu sais, de la vie. C'est juste demain, on va se lever avec un bébé, tu sais. Je me voyais plus comme ça, on n'était pas comme, OK, il faut faire quelque chose. Tu sais, j'avais préparé un petit chariot comme ça, là, un petit chariot de 3 étages, le même, avec des piquets. J'avais préparé quand même un setup de naissance. J'avais même, je vais le dire pour ceux qui veulent le faire, là, mais tu sais, comme mis un rideau de douche, ensuite un drap, ensuite un imperméable, ensuite un drap. J'avais fait un gâteau, un lasagne pour être sûr que s'il y a du sang dans le lit, ben t'enlèves la première couche, puis après t'as pas rien à faire, t'as pas à refaire, le lit est déjà fait, tu sais, t'as juste enlevé la première. Fait que j'avais préparé mon petit chariot, puis même que ma nièce, à sa naissance à elle, elle avait pris comme des huiles, comme si t'as une hémorragie, ou si, tu sais, on s'était préparé de cette façon-là pour cette naissance-là. Mais elle me les avait données, mais je savais même pas comment les utiliser, fait que je me les avais juste comme pour rien, parce que je voulais même pas les prendre, puis je me disais, j'irai pas jouer avec ça, tu sais. Je sais que s'il y a quelque chose, tu sais, je vais me faire confiance, ou je vais à l'hôpital, s'il y a quelque chose, tu sais. Fait que j'avais préparé mon petit chariot, j'avais mon peigne de naissance pour les points de pression dans la main. Tu sais, tout était prêt, comme. Fait que je suis arrivée. Moi, j'ai vraiment senti dans ma grossesse la nidation, là, tu sais, je l'ai senti, j'ai eu du spotting et tout. Ce que les médecins sages-femmes croient, ben, peut-être qu'ils savent, mais ils n'ont pas le choix de se fier à l'échographie. Fait que j'ai comme accouché selon eux à 41 semaines, point 1, comme à ma première. Puis, mais moi, selon moi, j'étais à 40.1. Mais en fait, je me foutais un peu des chiffres. Même je suivais même pas le point 1, point 2, point 3 parce que je me dis, de toute façon, c'est même pas vrai. Ton bébé va sortir quand il va sortir. Oui, il va sortir quand il va sortir. Fait que ce matin-là, on se lève. J'avais des contractions à 5 h du matin. J'ai eu une petite contraction qui pince. Puis je me suis dit, yeah, c'est comme à ma première, ça a pincé. J'en avais eu quelques-unes pendant ma grossesse, mais ça pinçait pas. Puis là, ça a pincé dès le matin à 5 h, je pense. 6 h. Puis. Mais dans ma tête, je me suis dit, puis là j'en avais quelques-unes, puis dans ma tête, je me suis dit, je vais passer la journée avec ma fille. Moi, je suis maman à la maison avec ma première, là, elle n'allait pas à la garderie, puis elle n'y va pas encore. Elle n'ira jamais en fait. Puis je me suis dit sûrement que ça va reprendre ce soir. Comme dans la journée, ça va sûrement s'arrêter, vu qu'il faut que je m'occupe de ma fille, puis ça va reprendre ce soir. Je m'étais dit ça. Puis finalement, à 7 h, elle se réveille, puis moi, entre-temps, je vais aux toilettes, j'ai peur du bouchon. Et à 7 h le matin, elle se réveille, fait qu'on passe notre petite journée. J'ai encore des contractions de 1 ou 2 par heure. Finalement, le soir, j'ai encore des petites contractions ici et là, mais on sait que ça va être à soir. On sait qu'on va avoir un bébé d'ici demain. Là, mais on fait comme une journée normale. On est allé prendre une marche le soir, j'ai fait une sieste après avec ma fille, puis après on est allé manger une crème glacée. Puis après, on s'est dit, mais on n'a pas soupé, on va aller souper. On a pris du shish taouk, je le déconseille. De l'ail pendant un accouchement. Prenez-vous une bonne soupe, là. Pas de shish taouk, c'est la pire idée. Fait que c'est ça. Fait que là, on a été faire ça, même c'est moi qui avais conduit, tu sais. J'avais des mais là, à ce moment-là, une fois au retour, il était comme rendu 7 h, puis ma fille, d'habitude, est-ce que je vais à 7 h, 7 h30? Puis je me couche avec elle, on est dans la même chambre. Fait que c'est ça. Fait qu'on en auto, j'étais là, ok, elle fait mal celle-là. Quand j'arrive chez nous, le temps d'endormir ma fille était comme 8 h. Ouais, non, je pense qu'il était 7 h. En bref, on s'en fout des heures. Mais... Finalement, à 9 h 30, je suis allée dans la douche. Et je me suis lavée, puis j'avais des contractions qui devenaient de plus en plus. Puis là, j'avais avisé ma nièce, qui elle avait ses 3 enfants. Fait que là, il fallait qu'elle va pour un mode de garde pour la nuit. Mais je savais que ça allait être cette nuit ou demain matin, tu sais. Fait que c'est ça.
j'ai commencé mes contractions, puis là, mon chum était au courant, je l'avais dit, on va avoir le bébé. Dès le matin, je l'avais dit, on va bientôt avoir notre bébé, tu sais. Puis c'était vraiment relax, là. C'était pas... Il y avait personne qui était comme, ah... Tu sais, lui, je sais qu'il a fait du ménage un peu dans la journée, mais c'était vraiment une journée fluide, comme une autre, là, tu sais. On s'est pas mis la pression de mettre en mode accouchement, parce que là, j'ai des contractions, là, j'étais vraiment juste... On fait nos affaires, puis quand ça sera plus intense, on accouchera. On aura notre bébé, tu sais. Puis même pour lui, je le sentais vraiment détendu, puis c'était juste naturel de faire ça de cette façon-là. Fait que je suis sortie de la douche, je me sentais vraiment, comparée à ma première, que j'avais 23 ans à ma première en 2020, je sentais vraiment à cette naissance-là que j'avais besoin d'être maternée, d'être soutenue, puis tu sais, j'étais beaucoup accrochée après mon conjoint, puis ben, la position était confortable. C'est l'inconnu, le premier aussi. Oui, c'est ça, j'avais ma mère, tu sais, j'avais ma mère aussi, tu sais, j'avais besoin des petits commentaires de la sage-femme qui me disaient « C'est beau, Rachel, tu fais des beaux bruits », j'avais besoin, tu sais, de ça, mais pour ma deuxième naissance, c'était en 2023, en avril, j'avais pas besoin. Je sentais que je pouvais aller aux toilettes toute seule, tu sais, puis je passais beaucoup de temps sur la toilette, là, c'est vraiment le meilleur spot de dilatation de col. Fait que j'étais beaucoup sur la toilette avec mon oreiller, comme ça, puis j'avais dit à mon chum, tu peux dormir. Il était comme, ben à 9h30, 10h, j'ai dit dors un peu, puis je t'avertis quand ça s'accélère, tu sais. Puis fait que j'étais sur la toilette, j'allais dans le lit un peu, je faisais du ballon dans le lit, j'ouvrais mes jambes, un petit peu d'ouverture. Puis après, une fois ça c'est devenu un peu plus intense, puis là mon conjoint me faisait des points de pression au niveau des hanches, au niveau de la main, ça c'était plus vers la fin, mais les hanches, j'avais mon peigne à chaque contraction, les bruits, l'intensité augmentait. Puis vers minuit, je me suis dit, je vais appeler ma nièce parce que peut-être qu'inconsciemment, j'attends qu'elle soit là pour prendre des photos. Fait que là, j'ai appelé, puis là, ça a décollé. Une fois qu'elle est arrivée, elle est venue me voir. Mais j'étais déjà un peu ailleurs, mais elle est venue me voir, puis... Mais tu sais, j'ai réglé l'appareil photo parce que là, je voyais qu'il y avait je sentais qu'il y avait un bug de l'appareil, puis j'étais là, aucun risque qu'il n'y ait pas de photo cette fois-ci parce qu'à ma première, je suis venue photographe. Finalement, avec les mesures sanitaires, ça n'avait pas pu. Ouais, fait que là, j'ai même, entre deux contractions, pour ajuster l'appareil, ça a bien été après. Fait que c'est ça, mon chum qui me faisait les points, c'était vraiment parfait, là, je sentais vraiment que j'étais en sécurité, en confiance, puis que tout allait bien, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que j'allais sur la toilette, je revenais dans la chambre, puis à un moment, je pense que j'étais plus sur le ballon dans la chambre, à côté comme ça, sur le lit. Ouverture de... Tu sais, je me sentais comme... C'était comme instinctif, là. Je bougeais à ma façon, puis ça faisait vraiment du bien, avec mon chum qui me écrasait le bassin, là. Fait que c'est ça. Puis à un moment, il a mis spontanément une housse en dessous de mes fesses, en dessous de mes genoux, puis j'ai perdu les os dans la chambre, dans le lit. Mais ça c'était parfait. Le piqué était juste assez grand, là, tout a absorbé là-dedans. Là. Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais mouiller tout mon lit. Même si tout était prêt, je vais aller sur la toilette. Puis en plus, je me disais, ma nièce s'est assise sur la toilette et ses bébés sont sortis comme des fusées. Pourquoi pas moi? Mais en même temps, ça me faisait du bien d'être là. Puis au début, j'étais à côté sur mon oreiller. C'est vraiment une bonne position. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que je me suis assise, j'ai commencé la descente du bébé, je le sentais, tu sais, comme j'étais déjà en train de faire, tu sais, comme des petites poussées de descente, là, mais c'était pas la grande poussée. Après, j'étais suspendue après mon conjoint comme ça, il fait 6 pieds 4, là, j'étais Fait que, puis ma fille, puis à ce moment-là, c'était la nuit, ma fille dormait. Je l'avais endormie avant d'aller dans la douche, petit détail. Fait qu'elle dormait, puis malgré mes cris, on est en appartement, j'avais avisé les voisins du haut. Bonne idée d'avoir un bébé aussi à ce moment-là. C'était vraiment des gros grognements, là. C'était pas genre c'était pour donner un exemple, là. C'était intense. Mais ça faisait du bien. C'est libérateur. Ouais, vraiment.
c'est instinctif, c'est comme la femme sauvage qui ressort. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là que j'étais en train de vivre la poussée, ça brûlait autour de mon bassin. C'est pas agréable, mais c'est vraiment puissant, là, c'est intense. Là. Fait que je sentais le bébé. Je sentais le bébé descendre parce que je sentais que je poussais pas pour rien, tu sais. J'étais pas juste en train de faire ça pour rien. Mais à un moment, j'ai comme fixé mon conjoint, puis je sais que. Ben, j'avais pas peur, mais j'ai comme. Ok, là, j'arrive à bout de ma force, tu sais. Puis je sentais mes jambes qui commençaient à shaker, comme à ma première, ça m'avait fait ça aussi, tu sais. Puis à ce moment-là, il me disait, est-ce que tu. Ah oui, je me suis assise sur la toilette. Je me suis assise. Puis là, j'ai senti là, que ça. Ah oui, puis à ce moment-là que je l'ai regardé puis que j'avais peur, j'ai mis les doigts dans mon vagin. Puis j'ai senti mon bébé qui était comme à une distance de doigts, là. Okay. Puis elle était pas là, mais elle était là. J'ai senti son petit crâne, là, tu sais. Là, j'étais là, ok, yes, elle descend, tu sais, je le savais, là. Fait que là, j'ai poussé encore debout. Ça a duré à peu près à peine 45 minutes, la poussée, là. Juste ça, puis peut-être 35. Puis là, je me suis rassise sur la toilette. Puis là, à ce moment-là, mon conjoint m'a dit, est-ce que tu préfères qu'on t'installer, on va te mettre un piquet à terre, tu sais, te mettre à genoux, parce qu'il avait peur qu'il tombe, peut-être qu'il tombe dans la toilette, là. Mais le risque est très peu. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment, j'étais comme oui, non. Finalement, je suis restée là, puis là, la tête, j'ai poussé, la tête a fini par sortir. Puis je sais que dans ma tête, j'étais comme pourquoi c'était si facile pour ma nièce? Non, c'était des pensées qui me venaient, genre ça a glissé comme toute seule, puis moi, il faut que je pousse, mais alors, c'est normal. Fait que finalement, la tête a sorti, puis là, j'étais comme ça, puis je me suis levée debout à ce moment-là avec l'aide de mon conjoint qui a attrapé notre bébé au vol. Puis notre bébé a tout de suite pleuré. Puis ça m'a quand même réconfortée qu'il pleure tout de suite. Même si j'avais déjà vu des naissances d'un bébé plein de bébés, j'en vois beaucoup là, des vidéos de naissance là, de bébés qui ça leur prend 2, 3, 4 minutes avant d'arriver pleinement, mais ils sont là. Mais c'est ça. Fait que ça m'a quand même fait du bien qu'elle pleure direct. Fait qu'il me l'a donné. Puis là, c'était comme l'euphorie. Là. On dirait que comparé à la naissance de ma première, ça m'a donné beaucoup de force. Là. Mais on était debout, on était joyeux. Ma nièce qui prenait. Ah oui, puis à ce moment-là, pendant que je poussais, gros détail, il y avait ma fille qui fait Maman à 3h du matin. Là, je fais oh non! Je suis encore suspendue, non! Puis là, ma nièce, qui est la marraine de ma première, va la voir, puis elle dit Maman, tu vas avoir le bébé. Puis ma fille est très, très dépendante de moi, encore plus à ce moment-là. Puis elle est restée dans son lit. Je dis waouh! Puis moi, j'avais peur qu'elle parte en crise parce que je peux pas la prendre à ce moment-là. Elle est restée dans son lit toute calme. Puis elle a 4 ans et demi aujourd'hui, puis elle avait 2 ans et 10 mois à ce moment-là. Elle s'en souvient encore. Elle s'en souvient, puis elle m'en parle, puis elle me donne des détails. Puis Est-ce que vous l'aviez préparée d'une certaine manière? Oui, vraiment. J'écoutais des vidéos de naissance avec elle. Autant des naissances qui crient au meurtre, qui crient doucement, qui crient pas du tout, des naissances dans l'eau, pas dans l'eau, même si je savais que j'accouchais pas dans l'eau. Vraiment préparée. On avait le livre Ma mère c'est la plus forte, on avait d'autres livres sur la naissance. Elle voyait des vrais vulves, des vrais vagins, des vrais bébés, du vrai sang, puis elle n'a jamais été traumatisée. Mais c'est ça, on entend beaucoup ça. Faut pas que les enfants aient ça, c'est traumatisant pour eux, mais souvent c'est le contraire, c'est juste normal pour eux, c'est naturel. Puis quel cadeau! En tout cas, moi je trouve que c'est genre, tu sais, comme quel cadeau que tu offres à ton enfant en faisant ça. Pour plus tard. Parce que ça va être rassurant pour elle, elle t'a vu le vivre bien, t'es en confiance, fait qu'elle, elle va partir dans une optique plus positive de la naissance. Oui, vraiment, fait que c'est ça, fait qu'elle était là. Finalement, quand la tête a sorti, que j'étais assise sur la toilette, j'ai crié, elle s'appelle Oumalena, j'ai juste dit Ouma. Ma nièce était assise sur un tabouret puis elle me prenait en photo. J'ai juste crié Ouma, puis là ma nièce a dit viens, la chambre est juste à côté. Là, elle a dit viens. Puis elle était là, tu sais, le bébé est sorti, elle était là, elle a regardé ça, puis juste les photos, on voit son visage, vraiment contente. Il est 3h du matin, mais genre, c'est sa petite sang, puis elle a touche direct, là, elle a pas comme hésité, elle avait pas peur, il y avait du sang partout. Puis finalement, pour en venir à la sage-femme qui m'aurait transféré le sang, pendant la naissance, pendant la poussée, je fais juste ça comme ça, puis là, je vois le sang sur le piquet, puis je fais comme... M'en calisse. Je
J'étais là, n'importe quoi, là. C'est la poussée, je me suis auto-rassurée. Puis finalement, il y avait du sang sur mon bébé, il y avait du sang à terre, puis j'ai pas déchiré, là. Ça fait juste mais je veux dire, normal. ça saigne un accouchement, Oui, c'est normal. Ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que ma fille a tout vu ça, puis en tout cas, je suis vraiment contente qu'elle ait vécu avec nous, là, parce que c'était vraiment un beau moment à partager. Elle a vécu ça avec nous. Puis ensuite, c'est ça, c'était comme l'euphorie, ma nièce qui nous prenait en photo. On était plein de sang, j'avais des petits. Je sais pas si ça avait vu les photos, je vous en ai envoyé. Non? Ah, ok, ben j'en enverrai. C'est ça, j'étais comme vraiment. C'était vraiment le mot, c'est ça, il y avait euphorique, là. C'était comme. On était vraiment contents, puis je pouvais marcher, ce que je pouvais pas faire à la naissance de ma première. Il fallait qu'on me lève du lit parce que j'avais le sacrum déplacé. Puis j'étais fatiguée, tu sais. Puis c'est une fois que tu as vécu ça que tu te dis c'est pas normal de se lever d'un accouchement fatigué. Même si c'est beaucoup, c'est gros, c'est pas normal de se réveiller épuisé, pas capable de bouger, avoir mal partout, c'est pas quelque chose qui est normal. Après avoir vécu ça, tu peux pas dire comme que c'est naturel de pas te sentir bien, tu sais. Ben, techniquement, dans un accouchement naturel, justement, t'as tellement un gros boost d'hormones que t'es réveillé, t'es en forme. Tandis que dans un accouchement, mettons, beaucoup médicalisé, ben là, souvent, c'est là qu'on voit les mamans qui sont complètement brûlées, qui sont fatiguées, sont au bout du souffle. Il y a des mamans qui sont même pas capables de prendre leur bébé après une naissance tellement qu'ils sont épuisés. Fait que c'est souvent une des raisons que les mamans vont donner justement pour essayer d'accoucher sans péridurale le plus naturellement possible pour être plus là quand leur bébé va naître. Les hormones, le package d'hormones, c'est l'attachement avec ton bébé et tout. Oui, puis par rapport à l'attachement, tu sais, à ma première, ça m'a pris du temps. Après, tu sais, comme je le savais pas, mais après le recul, avec le recul, 2 ans plus tard, à 2 ans, là, quand elle a eu 2 ans, j'étais là, je l'aime profondément. Mais je l'aimais avant, tu sais, je l'aimais. Mais j'avais quand même cette connexion-là qui s'était passée avec mon bas du dos au lieu de l'avoir fait avec mon bébé. Puis de vivre avec, ensuite avec mon deuxième bébé, c'était automatique. J'ai pleuré. Ma première, j'avais pas pleuré. Puis j'étais comme, je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir pleuré. Je me disais, merde, je pleure à toutes les vidéos de naissance que j'écoute. Je pleure même pas pour mon bébé, pour ma propre naissance. Mais ça aussi, c'est tellement tabou, l'attachement avec notre bébé. Puis ce que tu nommes, tu sais, ta première naissance, il y a eu un élément traumatique pour toi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand il y a un élément traumatique, un accouchement qui est difficile, l'attachement avec le bébé peut être vraiment plus difficile quand tu as une césarienne aussi ou tout ça. C'est courant, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'en arriver à pas avoir d'attachement avec ton bébé parce que même si, oui, ça va prendre plus de temps, ça va arriver un jour, mais c'est pas normal d'avoir ton bébé et faire comme je m'en occupe comme un bébé que je garde. Oui, non. Mais c'est qu'on en parle ça, je me sentais. C'est ça, mais on en parle peu. Mais moi, je l'ai vécu, ce que tu dis, aussi à mon premier gros déclenchement de 34 heures péridurale. Mais ce qu'on sait pas souvent, c'est que le pitocin, la péridurale, la césarienne, souvent, ça bloque les hormones d'attachement avec ton bébé. Fait que tu ressens pas, tu le sais que tu l'aimes, mais tu le ressens pas. Mais c'est pas de la faute de la maman, c'est juste, c'est des procédures qui peuvent bloquer le lien d'attachement, mais on n'en parle pas. Fait que souvent, les mamans se sentent pas bonnes. Dans tous les cas, on va se sentir. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai pas eu de produit dans mon corps, mais genre j'ai eu un traumatisme qui a fait je veux dire petit trauma, mais c'est quand même un trauma que tout ça, tu sais, puis j'ai pas réussi. Oui, c'est ça. Fait que sur le coup, je le sentais pas comme ça, mais je me sentais quand même comme si je ramenais à la maison un bébé que je gardais, tu sais. Je gardais beaucoup à cette époque-là en plus. Puis, mais je l'aimais, je sais que je l'aimais, puis que je devais l'aimer, puis que je m'en occupais bien, je sais. Je l'allaitais, l'allaitement ça se passait quand ça pinçait, mais je l'allaitais jusqu'à plus de 2 ans et demi. Mais quand tu compares avec une naissance que tout se passe bien, puis que ton bébé tu le prends, puis qu'il n'y a aucune chance là, que. Est-ce qu'il y avait une différence dans le tempérament de tes 2 enfants? Oui, vraiment. Puis je suis sûre que c'est lié. Moi, j'ai dans ma conscience, dans l'idée que, il y a un contrat d'âme qui se fait. En tout cas, je sais que c'est ésotérique un peu, là, mais. Puis qu'ils sont pas là pour rien, puis que ça se passe pas comme ça pour rien. Ils choisissent les détails de leur naissance, tu sais. Je pense comme ça. Puis, mais ma grossesse, à ma première, je me sentais vraiment. Tu sais, même si j'étais doula, que je connaissais tout, je posais quand même la question à ma sage-femme, tu sais. J'avais quand même un peu plus de stress, puis mon enfant était plus. Elle était, comme j'ai dit, elle était ultra dépendante à moi, ce qui est normal pour un bébé, mais je veux dire, c'était vraiment intense, là. Mais moi, je pensais
mais je pense que c'est normal quand même. Mais je pensais que ça, c'était vraiment normal, que mon bébé tète sans arrêt, puis que, tu sais... Mais avec le recul, tu te rends compte que la naissance, la grossesse, la naissance, puis même peut-être avant la grossesse, ça impacte beaucoup le tempérament. Puis mon bébé, ma deuxième était vraiment relaxe. J'ai une grossesse relaxe, une naissance parfaite. Puis elle est vraiment... Elle a un petit caractère, là. Il n'y a aucun enfant de parfait, mais c'était vraiment sur le... Ça s'est super bien passé, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai donné naissance à ma fille. Là, on est content. Avez-vous d'autres questions? Ben, comment ça s'est passé là, après, en fait? Est-ce ça. que toi, tu allais directement à l'hôpital? Est-ce que tu allais juste si elle allait pas bien? Tu sais, comment ça s'est passé après? Après, je m'étais dit que j'allais appeler la sage-femme pour avoir le poids puis la grandeur. Parce qu'on n'avait pas de mesure, de trucs de mesure. J'ai pas de balance chez nous. Fait que... puis aussi pour avoir le constat, je pense que c'est le constat de naissance, qu'elle pouvait nous donner. Parce qu'il y a le constat de grossesse et le constat de naissance. Elle était enceinte, elle a eu son bébé. Puis elle a l'air d'une femme qui a accouché. Elle n'a pas de volet de bébé, c'est dans ce sens-là. Fait que je voulais ça pour que ça facilite, mais quand on lit sur comment faire pour une déclaration de naissance, c'est vraiment plus simple que ça. Tu peux prendre juste 2 amis qui t'ont vu enceinte, qui t'ont vu après, puis qui confirment deux témoignages, puis tu fais attester ça. Un assermenteur, assermentation, un commissaire à la sermentation. C'est ça, fait que ça c'était plus simple, mais moi je voulais quand même juste me baquer au cas, fait que j'ai pris les 2 papiers. Fait que c'est ça, après on sort de la salle de bain, on se dirige vers la chambre, continue de prendre des photos, on est content. J'embarque dans notre lit, il y a ma fille à côté, puis là on n'a pas su le sexe encore. Là. J'ai pris le bébé, j'ai senti le cordon de ses jambes, je me suis dit soit c'est un pénis, soit c'est une vulve. J'étais comme, moi pendant ma grossesse, je sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que c'était un garçon, même si j'avais aucune préférence, là, vraiment zéro préférence. Je voulais être maman de fille, tu sais. Mais je sentais vraiment profondément que c'était un garçon, puis j'étais la seule à penser ça, tu sais, avec Savannah. Puis finalement, on arrive dans la chambre, elle avait une petite doudou sur elle le temps qu'on se déplace, puis j'ai donné naissance au placenta. Il est sorti après même pas 30 minutes, là, tu sais. Puis c'est moi qui l'ai guidé, mon placenta, il sort tout seul, le placenta. Il y a personne qui tire dessus, ils sont toi-même si ça te tente, tu sais. Fait que ça, j'avais un bol pour dire, là, pour parler du placenta, j'avais un bol en bois parce qu'en fait, on n'a pas clampé le cordon, on voulait faire placenta lotus, ce qu'on a fait à ma première aussi. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi le placenta lotus? Oui, le placenta lotus, c'est le fait de ne pas couper le cordon après la naissance puis de laisser naturellement le cordon sécher par lui-même et tomber par lui-même au bout de 3 à 10 jours. Puis bien sûr, tu t'occupes du placenta pour pas que ça pourrisse. Si ça pourrit pas, ça sent pas mauvais. Si tu le fais comme il faut, ça va. Puis ça s'était très bien passé pour notre première. Son cordon est tombé au bout de 3 jours et demi. Ouais. Fait que c'était pareil pour ma deuxième. On a voulu faire pareil. Fait que à ce moment-là, le placenta, j'ai juste fait des légères tractions sur le cordon, légères, parce que tu sais, j'étais couchée comme ça. Fait que je sens qu'il y avait besoin d'un peu de gravité. Finalement, mon chum, j'ai des photos, il a la main là, sur le placenta, il m'aide, tu sais, à comme tenir, mettre dans le bol, tu sais. Fait que finalement, je me suis juste comme redressée un peu comme ça. Il est tombé dans le bas. Fait que oui, il y avait du sang, il y avait des saignements normaux. Je me sentais bien, en fait. C'était plus ça, le mot, c'était tant que je me sens bien, tant que je vois que mon bébé est bien, pourquoi j'irais consulter? Tu sais, tant que même si je perds full de sang, si genre je me sens pas, si je me sens bien, que je me sens sereine, que je me sens pas étourdie, que je mange, que tout va bien, le sang après ça, le chiffre est secondaire, là, tu sais. Puis autant que toi, tu peux perdre, je sais pas c'est quoi le chiffre, selon l'hôpital, c'est quoi, c'est 4 litres? À partir de 500 ml, ils considèrent. Oui, pas litres. Ouais, non, c'est pas 4 litres, t'es plus là. Je me souviens plus du chiffre, mais c'est ça, en tout cas. Ouais. Mais autant que toi, tu peux en perdre 800, que toi, tu peux en perdre 200 puis mal filer, tu sais. C'est ça, exactement. Ou toi, 800, tu fileras. Tu vas filer pareil, tu sais. Exactement. Il y a des signes, quand tu fais une hémorragie, il y a des signes. Tu sais, t'es blême, justement, tu vas pas filer, être étourdi. Tu peux perdre conscience. Puis, tu sais, j'ai lu un récit d'une femme qui avait quand même perdu conscience, mais qui s'était mis au chaud dans son lit, qui avait pris, qui avait mangé de la viande rouge, peut-être même un bout de placenta. Tu sais,
puis tout avait bien été. Tu sais, peut-être qu'elle aurait eu besoin d'une transfusion. Elle a dit dans son récit que ça lui avait pris comme au moins 2 semaines avant de vraiment ressentir toute l'énergie, mais ça, tu sais, c'est arrivé. Puis elle est en vie, puis son bébé est en vie, puis ça peut, genre. Ben, c'est que l'hémorragie, souvent, c'est associé à j'ai pas le choix d'avoir une transfusion de sang, puis je peux mourir, sinon, mais c'est ça se rend pas nécessairement là, une hémorragie. Il y a d'autres façons de la stopper avant de se rendre à la transfusion de sang ou à autre. Oui, c'est ça, mais si tu as une équipe dans ta maison ou à l'hôpital qui te stresse, c'est sûr que tu vas perdre plus de sang, tu sais. Fait que j'ai une chance que j'étais à l'hôpital, j'ai eu une hémorragie. T'aurais peut-être C'est pas eu d'hémorragie à peut-être pas eu domicile. d'hémorragie déjà à domicile. Puis t'aurais peut-être pas eu une aussi grosse hémorragie qui t'a demandé une révision utérine puis des trucs comme ça si t'avais été à domicile, tu sais. Parce que le pic d'hormones fait que tu vas contracter plus. Plus t'es dans ta bulle, plus tu contractes. Puis c'est sûr qu'à l'hôpital, il y a tellement de gens dans la salle que c'est plus difficile. T'sais, on va réouvrir la lumière. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Juste la lumière. peut faire que ton cerveau inconscient fait urgence puis problème. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre tes signes vitaux, ta pression, ou ta bouche. Puis il touche ton bébé. Juste le fait qu'il touche ton bébé, peut-être ton inconscient fait genre on touche mon bébé et c'est mon bébé, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, bref, pour en dire que on s'est pas inquiété du sang qui coulait, puis on a même pas. Ben, on a regardé de temps en temps, mais tu sais, tant qu'on se sentait. En fait, on a regardé parce qu'on a changé les piquets. Mais sinon, il n'y avait rien de. Non, c'est ça. D'épeurant, là, tu sais. Fait que le placenta était sorti, puis même juste avant qu'on regarde pour le sexe, mon bébé, la distance du placenta. Ah non, c'était avant que le placenta sorte, c'est ça. Sa bouche allait directement à mon sein. Puis elle a tété avec une grande bouche que ma première avait pas parce qu'elle avait un frein de langue, puis qu'elle a toujours parce que j'en ai jamais coupé. Mais pas un frein de langue, un frein de lèvres. Puis tout a bien été. La photo, elle a une grande bouche. Enfin, un allaitement qui pique pas, tu sais. Fait que là, c'est ça. Puis là, le placenta est sorti. Puis avant que le placenta sorte, pardon, on a levé la petite doudou en famille. Puis c'était une fille. J'étais vraiment contente. J'étais juste vraiment choquée, genre que ce soit pas un gars, mais j'étais choquée. Surprise, surprise. Mais j'étais vraiment contente d'avoir mes 2 filles, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tout s'est bien passé. On a fait une empreinte placentaire avec ma nièce, elle était là. Il était 3h15 du matin. Elle est née à 3h15. Ouais. Fait que 3h du matin, ma nièce était là. Ben, tout le long de la naissance, elle me donnait de l'eau. Est-ce qu'elle m'a apporté des linges froids? Sûrement. J'avais des barbouillettes froides. Sûrement. Elle a comme pris comment on dit, elle a gardé l'espace. Ouais, en plus de prendre des super belles photos. Ben, elle joue le rôle un peu comme d'une doula, dans le fond. Ben oui, puis elle était en train de faire sa formation de doula à ce moment-là, mais tu sais. Fait que c'est ça. Puis mon chum, il point de pression ici. Tu sais, c'est des choses. J'aurais pas pu faire sans lui, tu sais. Ben j'aurais pu faire sans lui, mais ça a tellement fait du bien, tu sais, juste comme, même au-dessus de la toilette, moi j'étais comme ça, sur la toilette accrochée après lui. Je me souviens d'y avoir rentré mes mains dans le cou, puis je me disais, fuck, il va avoir mal! Mais ouais. Fait que c'était vraiment un beau moment, puis c'était juste les regards sur les photos, là, tu sais, le moment où on se regarde, le bébé est né, on est content, c'était vraiment une belle... En tout cas, j'ai vraiment aimé ma naissance, la naissance de ma deuxième. Ben, de ma première aussi, mais c'était vraiment... C'est différent. Ouais, vraiment différent, puis il n'y a pas eu de trauma. Quel conseil tu donnerais à une maman qui voudrait se préparer pour un nana? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout déconstruire. Tout déconstruire, lire des récits. Ouais, partager avec des gens qui l'ont fait. Ouais, vraiment. Parce que si tu pars avec tes peurs, puis même après l'avoir fait, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent « Ah, moi, j'aurais jamais été capable. J'ai une personne qui m'a dit « Moi, je serais jamais capable de risquer la vie de mon bébé. C'est fort quand même parce que c'est un gros jugement envers mes choix, tu sais. Mais c'est qu'on entend beaucoup de négatifs sur l'accouchement, beaucoup de complications. Ben, quand on regarde, c'est tellement minime versus ces accouchements qui font bien. C'est juste que c'est des trucs plus traumatiques. Fait qu'on dirait que c'est ce qui nous reste en tête. Mais la réalité, c'est pas nécessairement ça. Comme que, tu sais, des fois dans les hôpitaux, comme tu dis un peu tantôt, tu sais, moi je serais morte si j'aurais pas accouché à l'hôpital parce que j'ai fait une hémorragie. Mais tu sais, on peut pas savoir comment ça se serait passé non plus. Puis il y a beaucoup
de procédures qui sont faites dans les hôpitaux pour prévenir au cas que. Tu sais, on laisse pas une complication arriver, on va prévenir avant, mais peut-être que la complication ne serait jamais arrivée. Puis s'il y a une complication, mais ton bébé avait le cordon autour du cou. Puis pourtant, c'est un bébé sur 3 qui a un cordon autour du cou. Fait que tu sais, c'est. Ou une dystocie d'épaule. Le médecin a tiré sur sa tête. Est-ce que c'est ça qui a bloqué son épaule? Oui, c'est ça. T'étais couché sur le dos. Tu sais, on peut dire, est-ce que c'est ça qui a bloqué son épaule? Procidence, c'est ce qu'on a percé tes os. C'est ça. C'est qu'il y a ça des choses de cause à effet qu'on pense pas que ça a pu causer une complication. Mais non, parce qu'eux, ils savent, les médecins savent, les sages-femmes savent, ils savent. Mais on sait pas. On sait pas. Tu sais. Fait que ça fait qu'on croit qu'eux, ils ont raison. Puis que nous, on s'est mis entre les mains d'eux. Puis ça aussi, quand tu te prépares pour un ANA, le fait de pas le faire, tu te mets. En fait, si ton bébé meurt à l'hôpital, ben c'est pas ta faute. Même si c'est les médecins qui ont potentiellement créé tout ça, puis qui ont fait que ton bébé est mort, mais si tu accouches chez toi toute seule, c'est de ta faute. Parce que tu as pris la charge, tu as pris ton pouvoir. Tu avais confiance, puis tu as fait ça, mais ton bébé est mort quand même. Mais il serait sûrement mort à l'hôpital, pour peut-être d'autres raisons, comme avec des interventions, ou peut-être pas mort, mais avoir des problèmes de santé, tu sais. Ou toi-même. Mais c'est que tu as deux choix en fait quand tu vas à ton accouchement. C'est soit tu prends la responsabilité de ce qui peut arriver, puis tu te dis j'assume mes décisions, puis peu importe ce qui arrive, je suis sereine parce que c'est moi qui ai pris la décision. Ou tu laisses 100% les décisions à quelqu'un d'autre, puis tu te dis c'est la même chose, c'est laisser 100% ce qui va arriver pendant ton accouchement à quelqu'un d'autre. Fait que ça dépend juste de ta vision des choses. Toi, ça te rassure, si c'est correct. Ça dépend juste d'être. Peu importe si une maman va prendre une décision, le but c'est juste que tu sois à l'aise avec la décision que tu vas prendre. Tu sais jamais comment ça va virer au bout de la ligne. Exact. Mais c'est dur dans notre société de prendre notre entière responsabilité parce qu'on l'a jamais fait. Puis on a endormi depuis notre naissance parce que peut-être que notre mère a pris la péridurale, puis adolescente, dès nos premières menstrues, on a eu la pilule après. Tu sais, fait que le chemin normal, c'est de s'enligner vers l'hôpital puis d'être endormi, en guillemets, tu sais, de prendre la péridurale, puis de... Après, c'est un cycle, tu sais. Le réflexe premier d'une femme qui voit le positif sur le test de grossesse, c'est « Oh, il faut que je trouve un médecin pour m'accoucher. » C'est ça, les mots, puis ça, il faut le déconstruire. Puis moi, en ayant fait un enfantement libre, je me fais dire qui t'a accouché. Non, même pas, c'est ton chum qui t'a accouché. Là, je fais comme non, il était présent, il a attrapé le bébé, mais j'accouche moi-même. Même des femmes adultes qui ont eu des enfants, sûrement à l'hôpital avec péri, ou pas de péri, mais à l'hôpital, comment t'as su qu'il fallait que tu pousses? Mais mon corps le fait seul parce que c'est ça, la physiologie de la naissance. On est fait pour ça, on est fait pour donner naissance à nos bébés, tu sais. Puis oui, tu peux avoir des complications, mais c'est rare. C'est rare, tu sais. Ça arrive. Oui, ça peut arriver, peu importe la façon que tu accouches. Peu importe la façon que tu accouches, puis le risque est relatif à chacun parce que moi, en allant à l'hôpital, je sentais que je mettais en danger mon bébé. Je sentais que je me mettais en danger. Puis je me dis, pourquoi aller en combat, tu sais? S'il faut que tu fasses un plan de naissance, pourquoi il faut que tu fasses un plan de naissance pour être respecté? Pourquoi tu peux pas juste être respecté? Tu sais, pourquoi il faut que tu t'engages une doula pour être respecté? Déjà, tu pars pas sur le champ de bataille si tu veux pas aller à la guerre. T'es pas sereine en sachant que ça peut-être te débattre tout le long. C'est ça, pour faire respecter ce que tu veux. Déjà, ça peut créer beaucoup d'interventions ou de détresse fétale parce qu'il faut que tu t'astines. Ça, c'est pas le moment de s'astiner. C'est pas le moment, c'est un moment sacré qui devrait l'être, puis qui l'est, puis qui devrait le rester, tu sais. Mais on désacralise ça parce qu'on se dit la science connaît mieux que nous. Puis, je veux juste rajouter un truc, c'est pas parce que je suis pro enfantement libre que, ben pas pro, mais pour moi-même en tout cas, que je suis anti-médecin. Souvent, ma famille, il dit, je sais, souvent ce que mes proches ils vont me dire, je sais que toi t'aimes pas ça les médecins, mais blablabla. Mais j'ai jamais dit que j'aime pas les médecins. Je trouve juste qu'une femme en santé, qui a une grossesse en santé, ou même avec des conditions spéciales, puis qu'elle décide de faire ça, peut le faire. Toutes les femmes peuvent le faire. Les médecins, je veux dire, ils ont leur rôle à jouer. S'il arrive réellement une complication, je veux dire, le médecin est là pour t'aider. Je veux dire, il a son rôle, c'est pas inutile, puis il y a personne, je pense, qui est contre les médecins. C'est juste, tu as le droit de pas avoir la même vision que ton médecin. Parce que ça, c'est mal perçu. C'est la différence. C'est pas de pas aimer le médecin, c'est de pas être d'accord avec lui ou pas avoir la même vision. Ça revient à l'approche de la sage-femme de tantôt.
les médecins ont une approche très médicale qui convient pas à toutes les femmes, puis c'est juste C'est ça. correct. Puis il y a des femmes, ça leur convienne, puis ben, tant mieux. C'est le Exactement, suivi qu'ils vont aller totalement. chercher. Oui, Ouais. puis peut-être que ça leur convienne parce qu'ils n'ont pas goûté à... Mhm. C'est ça, une fois que tu l'as vécu, surtout en plus, moi je l'ai vu et je l'ai vécu, une fois que tu as touché à ça, on dirait qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est souvent Pour ce que- moi, en tout cas, je sais que peut-être qu'il y a des femmes, sûrement qu'il y a des femmes qui ont fait un ANA, puis finalement, ils ont décidé de retourner avec une sage-femme après, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression qu'une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas retourner à tes vieilles habitudes. Ouais. Ben, c'est souvent ce que les mamans disent. J'ai souvent entendu les mamans dire par la suite, moi, je ne pourrais plus accoucher d'une autre façon que chez moi, toute seule. Ça serait Oui. pas possible, ça marcherait pas. Ouais. Ouais, vraiment. C'est Ouais, comme reprendre ça, je vois ça. son plein pouvoir. Oui, et puis quand tu as goûté à ta force, là, Mhm. intérieure, là. Puis c'est pas au dépend de la vie de ton bébé, là. Souvent, les gens, ils pensent ça. Ah, c'est un caprice de mère. Juste de donner naissance à la maison Oui. avec une sage-femme, c'est déjà mal vu. C'est Fait que Oui. imagine sans sage-femme. Ouais. Mais une fois que tu te dis, ah, moi j'ai fait ça, tu le dis pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Mhm. Mais, ah ouais, puis souvent t'as un, je serais jamais capable. Mais le pire, c'est C'est- qu'il y a comme un contrebalance parce qu'une femme qui va pas avoir le temps de se rendre à l'hôpital, mais que c'était pas voulu, hey, wow, t'es tellement Oui, bonne! c'est T'as réussi ça. à le faire toute seule, mais si c'était voulu, par exemple, ah, là, c'est dangereux. là. Ouais. T'aurais tué ton bébé. Oui, Pourtant, c'est c'est la ça. même situation. Sauf qu'à ce moment-là, t'avais encore plus conscience de ce que tu faisais. Mhm. tu sais. C'est ça. T'es Mais plus là, vu que préparée. c'était pas de ta faute, mais comme tu dis, Wow, ouais. t'es entre les mains de quelqu'un pareil parce que Mhm. c'est pas de ta faute, c'est arrivé. C'est ça. Tu sais, t'as accouché dans l'auto, même si tu savais que la tête sortait à la maison, au lieu de rester chez toi, tu sais. Mhm. Parce que la société veut que tu ailles à l'hôpital. Mhm. Ils font beaucoup d'argent sur ton dos, désolé. Oui, tout à fait. Ils sont payés à l'acte. Mhm. tu sais, fait que c'est ça. Mais je suis pas contre la science. Je suis pas contre les médecins. Si une femme a des problèmes de santé, Mhm. je pense juste qu'on ne devrait pas envoyer systématiquement les femmes. Mettre une pression, en fait, pas envoyer, mais mettre une pression sur les femmes d'aller à l'hôpital juste parce qu'elles sont enceintes. Mais surtout que, tu sais, une fois que tu es avisé du risque, je pense que ça devrait rester la décision de la Mhm. maman. Tu sais, même une maman qui va aller accoucher à l'hôpital, tu sais, puis qui décide, par exemple, de refuser le monitoring ou un toucher de col, tu sais, je pense qu'on devrait être au courant des risques. Pourquoi essayer de défaire son choix? Je veux dire, c'est son choix au bout de la ligne, c'est son bébé, c'est elle qui va vivre avec les conséquences, Ouais. c'est pas les autres. Fait que- Mais ils n'ont pas étudié pour cette physiologie-là puis pour ces idées-là, tu sais. Parce que sans monitoring, son bébé peut mourir puis on peut ne pas le savoir. Mais Est-ce que tu t'as sais- écouté le cœur, toi, pendant Non. Ok. Non, même pas. Puis pour les jumelles non plus, il y avait, sa mère qui était infirmière avait un Doppler, Mhm. pas utilisé. Tu sais. Fait que. Puis on l'avait dit oui. Ma nièce avait dit oui à sa mère, juste pour rassurer sa mère. On l'a, mais je sais qu'elle aurait dit j'en veux pas, tu sais. Mhm. Mais moi, j'en avais pas. Puis j'avais pas l'intention de ça. Mhm. Mais ça peut être comme un couteau à double tranchant Ouais. parce que veux pas. Ouais, On n'est pas formé pour écouter le Oui. cœur, fait que ça pourrait te stresser, tu penses qu'il y a quelque chose de C'est pas ça, correct. exact. Ou à l'inverse, ton bébé, mettons, le cœur bat plus, mais t'entends ton cœur, fait que tu penses que tout est correct. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment soit un stresseur de plus ou Ah, mal vraiment, interpréter c'est la ça, Parce donnée. que déjà, tu te sors de ta bulle, parce que peut-être ton chum ne sait pas l'utiliser ou. Mhm. Faut que tu lui expliques. C'est Tu ça. sais, je veux dire, déjà, tu te sors de ta bulle, de ton cortex Mais où. cérébral Ouais. pour faire ça, puis tu sais pas le faire. tu sais. Mhm. Non. Fait que, avant qu'on termine ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire à nous ou aux gens qui nous écoutent présentement? C'est sûr que à travers ce que j'ai dit, peut-être je vais me répéter, mais c'est ça, de pas croire qu'on est inconsciente en tant que femme, de choisir ce qui est le mieux pour nous. Puis de déconstruire toutes nos peurs. Parce que j'en avais aussi quand j'étais jeune. Puis moi, quand j'étais jeune, je faisais mon plan de naissance. Quand j'étais petite, j'avais ça. Puis j'étais là, je vais apporter ça à l'hôpital. Puis tu sais, moi, je m'enlignais là. Tu sais. Parce que c'est le modèle qu'on t'avait Parce que montré. c'est le modèle qu'on m'avait montré. Mais j'avais une mère qui avait eu 3 déclenchements sans péridurale. Fait que moi, j'avais quand même cette chance de me dire, je veux pas la péridurale. Mhm. Parce que ma mère l'avait fait, tu sais. Inconsciemment, je me disais ça, parce que j'avais écrit dans mes souhaits de vie de faire ça, sans péridurale. Fait que déjà, ça m'avait enligné, mais j'allais à l'hôpital dans ma tête quand j'étais jeune, tu sais. Puis, je sais plus ce que j'allais dire, mais... mais c'est ça, c'est de tout déconstruire, là, parce qu'on part de loin, là, en tant que femme, dans notre société, puis on se fait dire quoi faire tout le temps. Puis, à un moment donné, il faut juste comme mettre
nos culottes, puis le faire si t'as envie de le faire, puis croire en soi. Est-ce que tu aimerais ça dire quelque chose aux gens qui disent que c'est dangereux les ANA puis qu'on met la vie de notre bébé en danger? Est-ce que tu aimerais ça leur dire quelque chose? Ben, je pense qu'ils n'ont juste pas déconstruit leur peur. Vraiment. C'est juste la désinformation. Puis je sais qu'eux, ils ne croient pas quand je dis ça. Ils ne me croient pas parce que leur mère a vécu ci, parce que leur soeur, leur tante, leur cousine, ils ont tout le bagage émotionnel de tous les gens qui ont vécu des traumas. Puis le truc aussi que j'avais envie de dire avec les naissances non assistées, c'est que quand tu vis une belle naissance, juste une belle naissance, une très belle naissance, OK? Ben, pas belle naissance, parce que toutes les naissances sont belles, c'est pas ça que je veux dire, mais quand ton vécu est... T'as un bon vécu, que t'as pas pris de péridurale, t'as pas pris de trucs, t'as pas le droit de parler. T'es dans un cercle de femmes qui ont eu des enfants, je sens qu'il y a un frein, puis j'ai pas le droit de parler parce que ça va se faire sentir la femme qui a eu la péri, la femme qui a eu la césarienne, qui a eu le ci, de ça, qui est allée à l'hôpital, mal, parce qu'ils sont pas assumés dans leur choix, selon moi. Peut-être qu'ils sont assumés dans leur choix, mais que ça leur fait quand même mal de savoir qu'il y a une femme qui a choisi son pouvoir, tu sais. Ben, je comprends ce que tu veux dire parce que moi, je l'ai déjà pris la péridurale, puis je me sens pas mal quand, justement, quelqu'un qui parle qu'elle a réussi pas de péri, parce que c'est souvent ça que ça choque les gens, de dire « Hey, j'ai réussi pas de péri », ça choque. Mais moi, je suis à l'aise avec ma décision, fait que je me sens pas que je suis plus faible que toi qui n'a pas eu de péridurale, que je suis moins que toi qui en a pas pris, parce que j'assume mon choix à 100%, puis je l'ai pris la péridurale, puis je suis all good avec ça, tout est correct. Fait que c'est sûr que je pense des fois que le jugement qui vient entre mamans, c'est souvent de nos propres cicatrices, nos propres sentiments. Notre malaise par rapport à nos choix ou ce qu'on a fait ou pas fait, tu sais. La notion de réussir. Mais c'est ça, pour une naissance. C'est ça. Il n'y a pas de réussite au déchet. Non, c'est ça. Mais pour en venir à moi, je me sens pas à l'aise de témoigner de ma belle naissance, de mon ressenti de ma naissance que je trouve parfaite à mes yeux, parce que telle femme a vécu ça. T'as peur que ça fasse sentir les autres mal. Les gens qui jugent ou qui pensent que j'ai mis en danger mon enfant, ils n'entendent pas des belles versions, parce que celles qui ont vécu des choses incroyables, ben, toutes les naissances sont incroyables, je sais pas comment dire, mais qui n'ont pas eu d'intervention, qui ont, on va dire un ANA, celles qui ont vécu un ANA, puis tout a bien été, c'est comme si on était classé genre, pas super, je sais pas comment dire, faut que ça soit correct, parce que moi je me sens pas plus haute qu'une autre, tu sais, je me sens pas plus supérieure que les autres, puis j'ai envie d'en parler de mes naissances, mais je sens que je peux pas, parce que la fois que je l'ai faite, ben ça a mal passé parce que l'autre elle avait eu ci, l'autre avait eu ça, tu sais. Comme si tu étais supérieure aux autres, mais celles qui ont des traumas naissants, des naissances traumatiques, ils en parlent. Fait que tu sais, quand t'es en tant que personne qui n'a pas eu d'enfants ou qui ont eu des enfants, puis toi-même t'as vécu ça, t'en parles, puis là t'en ajoutes, puis il y a la fille qui est là assise à côté, puis qui peut pas tellement parler parce que ça va faire de la peine. C'est sûr que tu penses que la naissance est dangereuse, parce que tu entends juste des récits dangereux, puis à la télé, tu vois juste des femmes qui finissent en hémorragie. Il n'y en a pas de naissance naturelle à la maison, que le bébé ne meurt pas, tu sais. Fait que selon moi, ceux qui jugent ou qui ont des... c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Justement, souvent les femmes qui ont des bel accouchement ou qui n'ont pas eu de complications sont mal à l'aise d'en parler parce qu'on entend tout le temps ces réseaux, c'est du négatif. Fait que les gens pensent que c'est la norme. C'est là que ça vient. C'est ça. Exact. Et selon les statistiques. L'OMS le dit. C'est ça. Eh bien, merci d'être venu nous parler de ton vécu et de ton histoire. Ça m'a fait plaisir. La générosité. Il faut en parler. Moi, je t'invite à en parler de ton histoire de naissance parce que c'est important qu'on déconstruise. Puis, c'est des femmes comme toi qui l'ont vécu, qui vont aider justement à défaire tout ça dans la société. Merci vraiment. Merci à vous. Merci.